Voilà, je suis prête. Oui, alors je suis doctorante, mais je suis également conseillère pédagogique dans le premier degré, et donc ça marche, le micro? Ça marche, c'est bien ça. Je crois que c'est peut-être pas tout. Oui, donc je suis essentiellement, je dirais, dans la grande majorité de mon activité au conseillère pédagogique dans le premier degré. Et dans le cadre de mon activité professionnelle, je me suis intéressée justement à les conditions de réussite et de limite de l'usage du numérique dans les apprentissages dans le premier degré. Ce qui a motivé mon engagement dans un travail de thèse. Alors en l'occurrence, je vais vous présenter une étude qui a été menée auprès de jeunes apprenants. Les élèves devaient rechercher des informations dans un texte documentaire composite et complexe pour apprendre du contenu en géographie. Voilà. Donc je sauterai volontairement certaines étapes du processus de recherche, comme la présentation du contexte ou les hypothèses ou la procédure. Mais au vu du temps qui m'était imparti, mais si vous avez des questions sur les parties qui sont grisées, j'y répondrai tout à l'heure. Voilà. Donc pour commencer, il me semble important d'expliquer les caractéristiques du texte documentaire composite. Sachant que c'est un média, un support de lecture que les élèves de l'école primaire, de fin d'école primaire, doivent lire, ça fait partie des programmes, doivent lire dans un format imprimé, mais aussi dans un format numérique du type hypertexte. Alors je vais expliquer la différence. Là, vous avez la présentation d'un texte composite dans un format imprimé sur une page A3. Ce texte a la caractéristique d'avoir une grande hétérogénéité sémiotique, c'est-à-dire que l'élève doit traiter de l'information sous forme d'écrit, du texte, mais aussi un document iconographique qui peut prendre la forme d'une carte, d'un graphique ou encore une photo, mais aussi bien un tableau de données. Ce texte est, au niveau de la conception, doit respecter des règles organisationnelles qui ne sont quand même pas très strictes et rigides, qui n'ont pas d'impact sur la stratégie de lecture. Un indice organisationnel, c'est au niveau de la typographie déjà. Le titre est repérable, est souvent situé en haut à gauche. Les sous-titres qui indiquent les débuts d'articles sont aussi repérables en caractères plus gras. La légende est souvent située en bas à droite. Il y a un code de relation entre les documents que l'élève doit connaître aussi, à savoir la légende qui est située à proximité des documents iconographiques, des renvois. Alors, je ne sais pas si on le voit bien ici, voilà, mais ici, à côté du sous-titre, il y a ce qu'on appelle un renvoi, c'est-à-dire on dit à l'élève, on y indique voir carte 1. Donc c'est une invitation à se rendre à la carte 1 pour avoir des compléments d'information. Il y a des règles de contiguïté spatiale, sont regroupés sur la même page des documents qui ont une relation, une inférence forte. Cependant, cette structure n'est pas linéaire, on l'appelle structure tabulaire, c'est-à-dire que l'élève, au gré du but de sa lecture, s'il a une question qui porte sur le paysage à Mayotte, eh bien, il va balayer le texte rapidement et il va se rendre, plutôt ici, il va se repérer au niveau des sous-titres, il voit que ça parle de Mamoudzou à Mayotte et puis il va aller directement dans cette partie du document. Dans un format numérique type hypertexte, alors là, je précise, j'ai caricaturé la conception d'un hypertexte, ça ne se passe pas comme ça. On ne découpe pas le texte imprimé pour le répartir sur différentes pages ou nœuds, parce que dans un document hypertexte, une page, on appelle ça un nœud.
Non, bon, mais tout ça, c'était juste pour expliquer que l'information, les différents blocs sont répartis, chaque bloc sur un nœud, et il relève donc de la décision du concepteur que d'établir des relations entre les différents documents. Et en l'occurrence, là, je montre une présentation de type hiérarchique. Lorsque l'élève est en amont de l'arborescence, eh bien, il a des informations plus générales, introductives, et puis s'il avance dans l'arborescence, il a des informations spécifiques sur le contenu. Et le passage donc d'un nœud à l'autre se fait à l'aide d'hyperliens, mais aussi d'un bouton retour qui permet de remonter dans l'arborescence. Voilà. Alors, des études nationales, internationales, des évaluations académiques, et en l'occurrence pour l'évaluation PEARLS au niveau international, ont montré que les élèves de fin d'école primaire, CM1, CM2, donc pour les personnes qui ne sont pas habituées au système éducatif français, CM1, CM2, ça correspond à 4e, 5e année d'école élémentaire. Donc ces élèves révèlent avoir des compétences fragiles au niveau de la lecture de ce type de document. Voilà. Donc plusieurs courants de recherche s'intéressent à la question, qui interroge les pratiques d'enseignants, voilà, selon une approche plutôt sciences et éducation. Nous avons pris le parti de nous intéresser plutôt à une approche ergonomique et à interroger la conception de ces médias destinés à la jeunesse. C'est l'analyse des médias telle que je viens de vous la présenter succinctement, mais aussi l'état de l'art qui nous amène à avoir cette interrogation sur le design de la ressource. Alors, justement, l'état de l'art est assez... nous avons trouvé peu de papiers qui ciblent à la fois l'impact du design sur un média documentaire et chez des jeunes apprenants, sur grosso modo ces 10 dernières années. Et ce que nous avons trouvé, c'est des études qui étudiaient le design d'un texte non composite, c'est-à-dire qu'il n'y avait que de l'écrit et qui n'était pas tabulaire. Donc il n'était pas organisé sous forme de bloc, mais plutôt un texte qui se déroulait avec un grand 1, grand 2, et grand 3, etc. Et parmi ces études sur un texte non composite, non tabulaire, là, il y a une grande hétérogénéité au niveau des médias qui avaient été testés. Souvent comparé donc le texte imprimé versus le texte numérique mais sans lien, c'est-à-dire grosso modo c'était le texte imprimé et le PDF qui était lu soit sur tablette, soit sur PC. Là aussi il y avait une hétérogénéité au niveau de l'outil qui servait à lire le média. On a eu aussi des études qui comparaient le texte imprimé versus le texte numérique sans lien mais avec guide et sans guide. Et encore, numérique sans lien versus hypertexte avec guide et sans guide. Bon, donc difficile de tirer finalement des conclusions par rapport à cette revue de la littérature. Quelques papiers quand même cependant au niveau de la lecture d'un texte composite tabulaire chez Elisabeth Bautier, mais qui elle interrogeait uniquement le texte imprimé, et l'équipe de Mireille Bettencourt et collaborateurs sur l'hypertexte. Les chercheurs qui ont interrogé le support composite et tabulaire ont tous dit que c'était un support qui était difficile pour des enfants de fin d'école primaire et qu'il était nécessaire de mettre en place un guide. Donc, d'où notre design de recherche. Nous avons réalisé un plan factoriel pour pouvoir tester 4 conditions de support, le média, le texte imprimé versus hypertexte et avec guide et sans guide.
Ceci a été testé dans des conditions écologiques, c'est-à-dire que les enfants étaient en situation habituelle de classe. Ils devaient réaliser une tâche de recherche d'informations pour répondre à des questions. Là, encore une fois, c'est une tâche qui est inscrite au programme et qui est tout à fait classique. Nous avons réalisé notre étude auprès de 230 participants répartis dans les 4 conditions. Et à l'issue de la tâche, nous leur avons demandé d'évaluer, avec un outil d'auto-évaluation, leur charge cognitive perçue, je précise, perçue, selon 2 composantes, la perception d'effort mental et leur sentiment de désorientation. Et enfin, nous avons évalué leur performance, en gros leur score de réussite à la tâche. Juste une petite focale pour bien repréciser le matériel de lecture. Donc les élèves qui travaillaient dans la condition texte imprimé avec guide avaient donc le texte que je vous ai présenté tout à l'heure, en couleur bien sûr. Ceux qui travaillaient dans la condition texte imprimé avec guide avaient en plus à côté, sur une feuille annexée, un guide. Ce guide était une représentation de la structure hiérarchique du document et qui montrait la relation entre les différents blocs et différents contenus. Dans la condition hypertexte, sans guide, les élèves le lisaient sur tablette, tel que je l'ai présenté tout à l'heure. Ils pouvaient cliquer sur les liens ou le bouton back pour revenir en arrière et naviguer. Et les élèves qui avaient un guidage, alors là, c'est un guidage qui a la même, on va dire, la même forme, qui montre la même arborescence. Cependant, il avait un avantage, peut-être, pour les élèves, par rapport aux élèves qui avaient le support papier, c'est que ce guide est interactif, c'est-à-dire l'élève pouvait cliquer là sur la représentation, sur le visuel du guide, le guide s'ouvrait et ensuite l'élève pouvait sélectionner les pages qui l'intéressaient, cliquer sur le lien et aller directement à la page qu'il voulait. Alors voici les résultats. Dans la condition sans guide, alors c'est en bleu. Dans la condition avec guide, c'est en vert. Alors là, vous avez, j'espère que c'est lisible, la condition papier, donc c'est support imprimé. La condition tablette, alors j'aurais dû l'appeler plutôt hypertexte, mais voilà, la condition tablette, c'est lecture de l'hypertexte sur tablette. Comme nous nous y attendions, les élèves qui lisaient sans guide sur un support papier avaient une perception d'effort et de désorientation moins importante que ceux qui lisaient le texte, l'hypertexte. Ceci s'explique par le fait que naviguer dans un hypertexte, eh bien, ça nécessite un effort, des risques de désorientation. L'élève sur la tablette ne peut voir qu'un seul nœud à la fois, donc il clique sur un hyperlien, eh bien, il arrive sur un autre document et ça demande un gros effort au niveau de la mémoire de travail, de devoir garder en tête plusieurs blocs d'informations alors qu'il ne peut en voir qu'un seul sur la tablette en même temps. Alors que dans la condition papier, eh bien, l'élève peut facilement balayer son document, le scanner et glisser d'une information à l'autre, voire arriver en visuel, voir plusieurs blocs en même temps. Au niveau des performances, eh bien, elles sont inversement proportionnelles à l'effort perçu et au sentiment de désorientation. Les élèves qui travaillaient sans guide sur papier ont eu de meilleures performances que ceux qui travaillaient sans guide sur la tablette. Maintenant, si on regarde les résultats dans la condition avec guide. Contrairement à nos attentes, eh bien, les élèves qui travaillaient sur papier avec guide ont perçu un sentiment d'effort, un sentiment de désorientation plus important que leurs camarades qui travaillaient sans le guide.
Et dans la condition hypertexte, il n'y a pas eu de différence significative. Et au niveau des performances, eh bien, les élèves qui travaillaient avec guide, sur papier avec guide ont eu des performances plus faibles que leurs camarades qui travaillaient sur un support imprimé avec guide. Alors, comment interpréter cela? Il est possible, alors ce n'est qu'une interprétation parce qu'il est nécessaire de pousser les investigations, il est possible que dans la condition papier, le guide n'était pas interactif, forcément c'est imprimé. Il était situé sur une feuille annexe, donc ce qui suppose un risque de partage d'attention entre le texte documentaire et le guide. Il est possible aussi que les élèves aient perçu ce guide comme étant inutile. Étant donné qu'ils pouvaient balayer rapidement leur texte imprimé, pourquoi avoir ce guide? Ils n'ont peut-être pas perçu l'utilité. Et donc, en tout cas, les travaux de Meyer sur la conception des médias pour l'apprentissage dit bien qu'il y a un des principes, il faut éviter les documents et les ressources redondantes. Il est possible que des enfants aient perçu ce guide comme étant redondant, inutile donc, et l'inutilité génère une charge extrinsèque. Voilà. Donc, à ce stade de l'investigation, oui, on peut dire que les enfants étaient sensibles au design de la ressource pédagogique. On peut dire aussi que, enfin, on peut supposer qu'en travaillant sur la conception des supports de lecture, il serait possible d'améliorer les performances des élèves en lecture documentaire d'un texte composite. Cependant, on constate que c'était la conception, le média conçu dans les situations les plus traditionnelles, c'est-à-dire imprimé et sans guide, qui était la plus favorable. La plus favorable en termes de rapport charge cognitive performance. Parce que ces élèves qui travaillaient sur support imprimé sans guide ont obtenu les mêmes performances que les élèves qui travaillaient sur hypertexte avec guide. Cependant, ils avaient une charge cognitive inférieure. Donc on va dire sur le ratio charge cognitive performance, le support traditionnel semble plus performant. Cependant, je le disais en introduction, on ne peut pas dire, abandonnons le support numérique dans les écoles, continuons à travailler avec un support traditionnel, le papier. Il est bien inscrit dans les programmes de l'éducation nationale premier degré que les enfants doivent lire, apprendre à utiliser et doivent lire un hypertexte. Donc on ne peut pas évacuer la condition hypertexte. Il faudra bien régler ce problème de lecture d'hypertexte. Alors, il semblerait que la lecture d'hypertexte avec guide, en l'occurrence là nous avons testé un guide interactif, permet d'obtenir d'aussi bonnes performances qu'avec le média imprimé. Mais il y a une charge quand même que nous n'avons pas pu évacuer. Voilà, pardon, je suis allée un petit peu vite. Alors, les prochaines études, parce que nous avons collecté beaucoup plus de données, l'objectif sera d'essayer d'expliquer ces résultats. Notamment, nous avons enregistré les traces de navigation chez les enfants qui travaillent sur un hypertexte. Nous avons interviewé tous les enfants, quelles que soient dans les 4 conditions, pour qu'ils nous disent un petit peu quelles étaient l'origine de leurs difficultés. Voilà, mais nous n'avons pas encore exploité ces données. Et nous avons aussi, avant la réalisation de la tâche, mesuré les caractéristiques des apprenants au niveau de l'habilité initiale à rechercher de l'information dans un texte documentaire imprimé, c'est important, et leur sentiment d'efficacité personnelle par rapport à stabilité. Nous avons l'intention de tester un modèle de régression qui intègre à la fois le support, la condition du guidage, mais aussi les caractéristiques de l'apprenant, voir si l'habileté en recherche d'informations sur un texte imprimé n'aurait pas donc une interaction sur les conditions, sur le design du support. On peut aussi s'interroger, donc, s'il y a effectivement cette interaction, savoir si cette interaction, est-ce qu'elle est plutôt positive ou négative?
est-ce qu'il n'y aurait pas le phénomène que les enfants qui ont développé depuis le CP l'habileté à rechercher des informations sur un texte imprimé, peut-être qu'ils réinvestissent systématiquement cette habileté et aussi cette stratégie sur un support hypertexte, alors que la littérature nous apprend bien que pour la lecture d'un hypertexte, bien sûr, on doit mobiliser des compétences de lecture dans les conditions ordinaires sur papier, mais développer des compétences supplémentaires. Or, si les élèves ne développent pas ces habiletés complémentaires nécessaires pour la lecture d'un hypertexte d'une manière efficiente, eh bien, forcément, on aura beau travailler sur le design, sur la conception, il manquera peut-être quelque chose. Nous avons aussi fait une étude longitudinale sur l'ensemble de l'année pour voir le comportement des apprenants dans la continuité des usages, notamment vis-à-vis de ce guide. Voilà, merci. Alors, des questions, des remarques, des commentaires? Oula, plein. Ah, tu as une petite, alors je te donne la parole. Pardon. Combien de temps les élèves avaient pour faire l'activité, en fait? Alors, l'activité, ce sont des élèves de CM1. L'activité durait, ils avaient 15 minutes. Voilà, avec eux, il y avait 4 questions, 15 minutes pour faire l'activité. Ah oui, d'accord. C'est très très peu, oui. Dans la continuité, effectivement, de ce qu'a dit Élodie, ça s'est passé sur combien de séances? Alors, je n'ai pas présenté donc la procédure de la recherche. Donc, tout d'abord, il y a eu en début d'année, tous les élèves ont fait un travail ils se sont de nouveau renforcé leurs habiletés en recherche d'informations sur un support papier. Voilà, une petite phase de révision. Ensuite, il y a eu 2 séances de familiarisation avec le nouveau matériel. C'est la question que je voulais poser ensuite. Donc voilà. Très bien. Et ensuite, il y a eu la réalisation de la tâche. D'accord, merci. C'était pour savoir, vous avez parlé de l'étude longitudinale, c'est quoi les résultats? Vous les avez déjà? Non, nous n'avons pas exploité les résultats de l'étude longitudinale parce que c'est tout récent, là, en train de saisir les données. Alors, mais j'en parlerai, il n'y a pas encore de valeur scientifique, mais mes premières observations m'ont montré que les élèves qui travaillaient dans la condition papier avec guide, eh bien, ont complètement ils ont mis le guide de côté, ils ne l'ont pas utilisé. Voilà. Donc il semblerait que les élèves sont pas idiots. Lorsqu'on leur donne du matériel qui est inutile, eh bien, la première fois, ils vont faire l'effort d'utiliser, ils font confiance à l'enseignant, mais si ce matériel ne le perçoivent pas comme utile, voire pire, créer une surcharge cognitive, eh bien, ils vont le mettre de côté. Merci. Bonjour, Michel Pires, professeur en technologie en collège. Justement, j'avais une question sur le guide qui, à mon sens, est une carte mentale. Et je voulais savoir si les élèves avaient cette pratique ou si c'était une nouveauté, ce guide, et est-ce qu'ils le découvraient ou est-ce qu'ils avaient déjà fabriqué des guides pour lire des documents? Oui. Alors, non, ces élèves n'ont pas l'habitude d'utiliser un guide. Et effectivement, c'est une question que je me pose. Voilà. Est-ce que, en mettant en place, mais il faudrait comparer des cohortes différentes, d'élèves avec qui on a travaillé sur le guide, si on leur apprend un petit peu à quoi sert un guide, s'ils savent comment utiliser ce guide, il est possible que les résultats soient très différents.
Et c'est une des prochaines études que je prévois. C'est un petit peu ce que je disais en entrefilet, c'est-à-dire voir un petit peu s'il n'y aurait pas une interférence là avec l'habilité à rechercher des informations dans un texte documentaire sur un support imprimé sans guide. Ils sont tellement habitués et puis ils ont développé cette habileté. Finalement, il est possible qu'ils réinvestissent strictement cette stratégie qui n'est pas forcément la plus efficiente. Lorsqu'on donne un guide à un élève ou lorsqu'en plus on lui donne un hypertexte et en plus un guide qui était interactif. C'est pas sûr qu'il est utilisé de manière très efficiente. Justement, je voudrais revenir sur ce guide, puisque vous avez dit que l'utilisation de ce guide nécessitait un effort. Et en fait, d'après moi, il nécessite surtout des compétences particulières qui n'ont pas forcément fait l'objet d'un apprentissage auprès de ces élèves-là. Moi, il m'a semblé très compliqué d'utilisation, ce guide. Et du coup, ma question, puisque vous avez constaté qu'il ne leur était pas forcément utile, donc il n'était pas utilisé, est-ce qu'il était vraiment inutile ou est-ce qu'il était inutilisable ? Parce que on a dans les programmes qu'effectivement, ils doivent apprendre à utiliser des liens hypertextes, mais est-ce que le meilleur moyen de leur apprendre ce que c'est qu'un lien hypertexte, c'est pas de leur en faire créer ? Et dans ce cas-là, la tablette serait peut-être mieux utilisée dans une activité de création de liens hypertextes plutôt que dans une activité de consultation de liens hypertextes. Alors, j'apporterai 2 éléments de réponse. Le premier, par rapport... alors, la littérature de la recherche est assez d'accord là-dessus, qu'un guide sous forme de carte mentale hiérarchique apporte vraiment une aide, et ça a été prouvé par plusieurs études, à des apprenants qui ont peu de connaissances. Voilà, ça a été prouvé. Maintenant, effectivement, alors c'est peut-être parce que je suis aussi conseillère pédagogique, je pense que l'outil ne fait pas tout, ne remplace pas l'enseignant. Il faut aussi apprendre à l'élève à utiliser le matériel, certainement. Voilà. Mais je vais tester ces hypothèses lors de prochaines études. Merci Sandrine. Je propose qu'on arrête là pour cette présentation. Je propose de laisser la parole à Éric Jamet, donc, qui vient tout droit de Rennes 2, comme il le disait. Donc, professeur de psychologie cognitive et d'ergonomie, et donc un grand spécialiste des questions de numérique et d'éducation. Vous allez voir, il travaille sur des choses très proches de ce qu'on fait à Toulouse.